Aujourd'hui, jeudi 8 mai, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. C'est Matin Bonheur. Bonjour Alix. Bonjour Marco, bienvenue à cette nouvelle émission de votre matinale. Aujourd'hui, donc c'est jeudi, on va parler de tout ça. Exactement, c'est le 9 mai. Désolé, Hier, nous étions au 8 mai 2019 et les jours passent avec beaucoup de joie. Nous sommes toujours là pour vous servir. Les jours passent avec beaucoup de joie, ça veut dire quoi? Oui. Ça passe et toujours, nous sommes en joie pour vous servir. Oui. Ça nous emmène allègrement vers ce que vous savez et qui vous met, bien sûr, avec beaucoup d'entrain aussi. Ce que je sais, par contre, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes au courant de rien. Nous allons parler de santé, mesdames et messieurs. 10 jours moins. Jeudi, c'est la santé avec, bien sûr, le docteur Mamadou Kaloga qui nous parlera de... la dépigmentation. La dépigmentation, oui. Ah, ça, c'est un sujet brûlant, hein, au sens propre comme au sens figuré. Il est professeur titulaire, ancien maître de conférence agrégé à l'UFR des sciences médicales d'Abidjan. Complications de la dépigmentation à vos calepins. Ce sera aux alentours de 7h08:45. Et un autre docteur sera avec nous aujourd'hui, jeudi, en la personne du docteur Aka Félix, naturothérapeute en hygiène alimentaire. Il nous parlera du régime alimentaire pour des personnes insomniaques. C'est sûr que nous, on saura tout de suite. Et puis aussi, on aura notre docteur, un docteur du développement durable, Cédric Lombardo, transition écologique, économie circulaire pour une transition écologique. On parlera de ça, de tout ce qui rythme ce thème magnifique avec Cédric Lombardo. Sans oublier les fondamentaux de cette émission. On aura aussi un dossier sur ce problème-là qui devient de plus en plus récurrent, la lagune menacée de disparition à Koumassi, du côté de Koumassi, à l'entrée sud de la ville d'Abidjan. On parle de remblai illégal. De quoi s'agit-il exactement? On aura la teneur aux alentours de 6h36. Koumassi d'ailleurs, hier, qui a vécu malheureusement un incendie. On espère qu'il n'y a pas eu trop de dégâts et surtout pas de pertes en vies humaines. À côté des fondamentaux, on aura bien sûr le circuit, un circuit au poids du corps qui vous est campé par le coach Cyril Niamki. Alors aujourd'hui, bien sûr, c'est le 9 mai. Hein, oui, 9 mai, nous fêtons Saint-Pacôme et c'est la journée de l'Europe. Donc nous souhaitons une très très bonne journée à tous ces Européens qui suivent cette émission. Et tous les PACOM, moi j'en connais un. Tous les PACOM. Un PACOM très très cher à mon cœur, voilà. Ah bon? Oui. On va envoyer des espions sur la piste. Les montagnes. Allons aux montagnes. Et puis, il y a des anniversaires également aujourd'hui, mesdames et messieurs. C'est Hugues Roland Yao Oufoué, communément appelé Hugues Oufoué. C'est un chantre de l'Éternel. Comme par hasard, ce matin, sur une télévision internationale chrétienne, je l'ai vu en train de chanter. C'est son anniversaire aujourd'hui, c'est lui. Hugues Happy birthday. Happy birthday. Que la main de l'Éternel soit sur lui, afin qu'il puisse toujours nous gratifier de chants magnifiques. On a d'autres anniversaires un peu plus loin de chez nous. En 9 mai 1968, Marie-Josée Pérec, athlète française, aujourd'hui célèbre un an de plus. Championne olympique, oui. Marie-Josée Pérec, fierté de l'athlétisme de France, donc plusieurs fois médaillée. C'est une grande joie de toujours la voir, d'avoir ces longues foulées, son sourire et surtout son abnégation. 9 mai 1962, Dave Gahan, né David Gahan à Essex en Angleterre, chanteur britannique, baryton, leader du groupe Depeche Mode. Et parlons de l'Angleterre, hein, le Baby Boy, s'il est né, on a son nom, on a même son petit visage aussi qui a été dévoilé hier. Anniversaire, on partira en France. 9 mai 1939, Pierre Desproges naquit. Malheureusement, il nous a quittés en 1988. Ok, il est 6 heures dans une seconde seulement, dans une minute, hein, 6 heures à Abidjan, partout en Côte d'Ivoire. On est très heureux d'être en votre compagnie. Régis est avec nous. Ça s'est bien passé l'émission de débat? RTI, très bien. Les questions de bonne qualité, les Ivoiriens ont réagi? Questions de bonne qualité, les Ivoiriens ont réagi. Le ministre était à la hauteur? Il était bien? Effectivement, le ministre était vraiment à la hauteur. Il a répondu à toutes les questions. Super. Nous, on ne va pas vous en poser des questions. C'est vous qui allez nous donner des informations. C'est maintenant Matin Bonheur, le flash, avec M. Régis Kofi, l'ami des ministres. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans ce bref regard sur l'actualité nationale.
Il y a eu un conseil des ministres hier au palais présidentiel au Plateau, un conseil qui a permis au gouvernement d'adopter une ordonnance visant à réglementer la concurrence en Côte d'Ivoire. Elle vise à préserver le pouvoir d'achat et découle de la mise en œuvre du programme social du gouvernement. La commémoration du 74e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et la capitulation de l'Allemagne nazie s'est tenue à Abidjan. Cette cérémonie a été marquée par le dépôt de gerbes de fleurs au pied du monument aux morts et une cérémonie de prise d'armes au Plateau. Abou Sanogo. Et on passe au prochain élément à Korogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. La direction régionale des douanes a visité des enseignes de commerçants grossistes et demi-grossistes. Les agents de douane veulent éviter l'entrée sur le territoire de produits frauduleux, en particulier le sucre, en cette période de jeûne musulman. Ami Sissoko nous en parle. Empêcher l'entrée du sucre de contrebande sur le territoire ivoirien pendant ce mois de Ramadan. C'est la mission que s'assigne la direction régionale des douanes du Nord en cette période de grande consommation de sucre. Le colonel Ibrahima Kamaraté et ses hommes ont effectué des visites inopinées chez des commerçants grossistes et demi-grossistes à Korogo pour se rassurer de la bonne qualité du sucre sur le marché. Car le Ramadan est l'occasion propice pour les fraudeurs d'écouler leurs produits contrefaits. Après la dernière visite du ministre du Commerce dans les entreprises sucrières, il s'est révélé que ces structures-là disposent d'environ 80 000 tonnes pour la consommation ivoirienne. Quantité largement suffisante pour cette population. Nous, à notre tour, il faudra qu'on aide ces entreprises sucrières à pouvoir écouler leur production. Quand nous payons le sucre à la SOUCAP, et on n'a pas écoulé avec la contrebande, oui, vous savez ce qui apporte, on ne pourra pas payer les impôts comme il le faut. Environ 80 000 tonnes de sucre disponibles, alors que la consommation pendant le jeûne du Ramadan ne s'élève qu'à 45 000 tonnes. Ce produit est soumis à une taxation qui contribue pour beaucoup au financement du budget ivoirien. Cependant, la contrebande dans le secteur est un manque à gagner pour l'État. Si le sucre frauduleux rentre effectivement, les conséquences économiques sont grandes. C'est une perte énorme pour nos entreprises sucrières qui ne pourront pas écouler leurs marchandises. C'est une perte énorme également pour les employés qui ne pourront pas subvenir aux besoins de leur famille. C'est une perte énorme également pour ces entreprises parce qu'elles ne pourront pas payer leurs impôts qui constituent les recettes de l'État. Les douanes ont un rôle de protection des consommateurs et de l'économie ivoirienne. Pour ce faire, la direction régionale des douanes du Nord sollicite l'implication des commerçants dans la lutte contre les produits de contrebande. L'Église catholique est en deuil. Monseigneur Antoine Koné, évêque d'Odiéné, est décédé dans la nuit de mardi à mercredi à Abidjan des suites d'une longue maladie. Pour rappel, Monseigneur Koné est originaire du diocèse de Katiola. Il avait été nommé évêque du diocèse d'Odiéné le 1er juillet 2009 par le pape Benoît XVI. Il était le 3e évêque de ce diocèse. Monseigneur était également le président de la commission épiscopale pour la pastorale sociale. Du football, la 2e édition du tournoi de UFOA B Dames a débuté hier au stade Robert Champreau de Marcory. Hôte de la compétition, la Côte d'Ivoire a battu le Togo en ouverture 5-0. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 6h30. Merci Régis. En tout cas, belle prouesse de la part de nos éléphantes de Côte d'Ivoire. On va continuer de les supporter. C'est de l'espoir aussi. Vous savez, Alex, moi j'ai un truc. Les joueurs, les équipes nationales, quand elles commencent à bien jouer, ne parlons pas de ça. Laissons ça comme ça. Quand elle va on a vu que le football n'était pas forcément une science exacte, avec tous les rebondissements qui se passent ailleurs. Regardez, vous avez remarqué, continuer toujours, c'est notre équipe. Muriel Aoré, Marie-Josée Talou, quand on ne les connaissait pas trop, mais quand on a commencé à mettre les yeux sur eux, c'est fini. Il y a toujours des performances. Il faut rester toujours optimiste, moi je pense. Optimiste, mais réaliste aussi. Parce qu'elles ont gagné 5-0, c'est bien, mais laissons ça. Mais nous, il faut les supporter. Oui, on les supporte dans le cœur. Depuis après, il faut les supporter. Elles ont besoin de notre soutien. Le Gouminus, Gouminia, on les soutient. On est tous ivoiriens, on soutient les éléphants. Mais c'est les éléphantes cette fois-ci. Il y a éléphant et puis éléphante. Voilà. Éléphant, il n'y a pas son fan de façon.
si. Mais s'il y a un éléphant Elles de ont la marqué la matinale, différence. il y a un éléphant de la matinale, ça ne fait que commencer. Il y a un éléphant de la matinale qui est avec nous. C'est lui, c'est le coach Cyril. Avec lui, au moins, on sait à quoi se tenir. C'est une affaire de circuit. On y Au va. poids du corps. Bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, deux exercices. Un exercice cardio que vous connaissez très bien, les burpees, et un autre exercice pour les abdos. Donc, on va aller à 15, 10 répétitions et 5 répétitions. On commence dès maintenant avec les burpees. On va poser les mains au sol. Ramenez les jambes. Tourne les bras vers le haut. D'accord? Allez, go. 1. Vous pouvez sauter si vous voulez. On tend les bras. 2. On part à 15 répétitions. 3, 4, 5, 6, 7. Toute la surface de votre pied doit être au sol quand vous remontez. 8, 9, 10. Si vous sautez, vous ne pouvez pas sauter, n'hésitez pas à décomposer le mouvement comme ceci. 11. D'accord? 12. 13. 14. Et 15, parfait. On va au sol. On va faire des battements. Donc, mes deux jambes tendues vers le haut. Bras gauche vers au niveau de la jambe droite. On touche. On descend l'autre jambe, on descend l'autre bras. Et on alterne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 à 15, 13, 14 et 15. Parfait. Allez, on part pour les 10 maintenant. Mais si vous avez déjà l'exercice en tête, n'hésitez pas à reprendre votre souffle et aller progressivement. Allez, go. On va à 10 répétitions. Je pose mes mains au sol, je ramène mes jambes, je me redresse. Sans mouvement des bras maintenant. 2. Je me redresse. 3. 4. 5. Je rappelle encore une fois, ceux qui n'arrivent pas, n'hésitez pas à décomposer le mouvement. 6. 7. 8. 9. 10, parfait. 10 battements. Allez, on se couche sur le dos. Bras et jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N'oubliez pas de respirer. 7, 8, 9. Plaquez bien le bas du dos au sol. 10. Parfait. 5 répétitions. Allons-y. 5 et 5. C'est presque fini. Courage. Allez, on pose les mains au sol. Une jambe derrière. 1. 2. 3. 4. 5. On va rapidement au tapis. Plus il y a de l'intensité, plus c'est efficace. Allez, go, sans s'arrêter. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Je suis quasiment en sueur et presque essoufflé. J'espère que c'est le cas chez vous. J'espère que vous êtes donné à fond pour ce circuit. N'hésitez pas à continuer si vous voulez, si vous avez le temps. N'hésitez pas à continuer, n'hésitez pas à vous donner à fond. Les burpees, c'est des tueurs, mais c'est des exercices qui sont excellents pour brûler les calories. Donc n'hésitez pas à les refaire quand vous pouvez et donnez-vous à fond. Allez à 100% dans tout ce que vous faites. À très bientôt, au revoir.
En tout cas, un exercice qui fait transpirer beaucoup pour le bien-être, tout simplement. C'est un circuit au poids du corps. Bonjour, docteur. Bonjour. Alors, Docteur. transpirer, ça fait bien dormir ou aucune incidence? Bon, je crois qu'aujourd'hui, nous parlons de... Oui, juste une digression avant. Des insomniaques. C'est ça. Alors, évidemment, nous sommes tous régis par un cycle de 24 heures, ce qu'on appelle le cycle circadien. Et il y a des personnes qui travaillent la nuit. Docteur, Donc, excusez-nous ils se reposent le de matin. vous interrompre. Je vous interromps justement parce qu'on a un petit souci technique vous concernant. Le temps qu'on le règle seul, je rappelle qu'avec le docteur Aka Félix aujourd'hui, qui est naturothérapeute, vous le savez, nous allons parler du régime alimentaire pour une personne insomniaque. Donc, ce sera avec lui tout au long de cette émission. Alix, c'est un phénomène très, très important. Hein. Beaucoup de personnes ne dorment pas, n'arrivent pas à trouver un bon sommeil. C'est clair, et cela, comme il a entamé, est dû au cycle de vie, aux activités qu'on a, au programme aussi, au planning, sûrement à l'alimentation qui joue un grand rôle dans cette insomnie. Mais bon, on aura toutes les informations bien précises avec docteur. On vous écoute. Voilà. Oui. Désolé. Alors, comme je disais tout à l'heure, que nous sommes tous régis par un cycle de 24 heures. On appelle ce cycle-là le cycle circadien. Et donc, il y a des personnes qui dorment le matin, il y a d'autres qui dorment le soir. Mais ceux qui dorment le soir et qui se réveillent à 1h du matin, qui se réveillent à 2h du matin, qui se réveillent à 3h du matin, qui ne peuvent pas dormir, on les considère comme des insomniaques. C'est-à-dire que ces gens sont couchés pendant 22h, à 1h du matin, ils ne dorment plus. Alors, il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans ce qu'on pourrait appeler l'insomnie. Il y a le facteur alimentaire, il y a le facteur même environnement, la personne où elle vit. Et puis, il y a aussi la position du lit. La position du lit qui influe aussi sur le sommeil. L'alimentation, toutes les personnes qui vont se coucher à partir de 21h ou 23h, 22h, doivent normalement avoir un repas léger. Léger, ça veut dire quoi? On doit privilégier des fruits, des légumes qui ont une influence sur le système nerveux. Par exemple, l'oignon facilite l'endormissement. On met de l'oignon sur ces légumes, un peu plus, avec des huiles d'olive et tout ça, ça facilite l'endormissement. On met un peu plus de persil, ça facilite aussi l'endormissement parce que tout simplement, ça a une bonne action sur le nervosisme. Maintenant, le sommeil se prépare le matin. Tout ce qu'on va faire, il faut être conscient. Voilà, il faut être résolument conscient de tout ce qu'on fait. Et puis le soir, quand on est arrivé dans son lit, comme si on n'avait pas bougé depuis le lendemain, on fait le biofeedback, c'est-à-dire on fait tout l'arrière, tout ce qu'on a fait toute la journée, on fait le biofeedback, et puis on se dit maintenant, qu'est-ce que je vais faire demain? Et puis maintenant, on se met dans une position pour commencer à se préparer au sommeil. Et c'est de cette façon-là qu'on va... il faut éviter le soir, quand on ne dort pas, de manger trop de viande. Il faut éviter de manger trop de viande animale. Tout cela développe beaucoup de passion et peut faire justement qu'on ne dorme pas. Et il faut aussi amener les personnes à boire des préparations simples. Par exemple, acheter la peau d'orange, acheter une orange, tailler la peau, garder la peau et la tremper dans de l'eau chaude. Le soir, avant de se coucher, boire cette préparation avec un peu de miel. Comme il y a des huiles essentielles sur la peau d'orange et que ces huiles essentielles sont calmantes, sont relaxantes, elles vont amener le système nerveux à rentrer dans ce qu'on pourrait appeler le cycle alpha. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais surtout dire, que si on ne mange pas sainement, qu'on se met à manger plein d'aliments, évidemment, le sommeil sera perturbé. Maintenant, comme nous faisons partie de la nature intégrante dont nous sommes issus, nous devrons respecter les 4 points cardinaux. L'homme, son pôle nord, c'est sa tête, et son pôle sud, c'est ses pieds. Donc, normalement, si on se réfère au cycle biologique, l'homme devrait mettre sa tête du côté du nord et ses pieds du côté du sud, pour bénéficier du pôle nord et du pôle sud, tout simplement. Dans une chambre, comment on détermine Maintenant, à défaut sud de se mettre la tête au nord et les pieds au sud, on se met la tête à l'est et les pieds à l'ouest, mais pas les pieds au nord et la tête au nord. Pas les pieds au nord et les pieds au nord et la tête au sud. On inverse les courants qui circulent dans l'univers. On peut avoir des insomnies, on peut avoir des maladies de cœur, on peut avoir des problèmes de santé. Et ça, aujourd'hui, une science s'est développée, on l'appelle la géobiologie, la médecine de l'habitat. On ne peut pas dormir dans une maison sans tenir compte de toutes les vibrations, sans tenir compte de l'environnement de notre habitat. Donc, on est obligé
de comprendre que l'homme... Alors, comment on fait le point de l'environnement de son habitat? Pour... Si on se base à cette géobiologie-là. Il faut, la géobiologie, tout le monde peut le faire. Quand vous vous levez le matin, vous regardez où le soleil se lève. S'il passe au-dessus de vous, qui vient se coucher derrière vous, à gauche c'est le nord, à droite c'est le sud. Les 4 points cardinaux. Aussi simple que ça. D'accord. Aussi simple que ça, Marcelin. Allez-y, donc, ça m'intéresse. C'est ce que je voudrais justement proposer. Si on rentre dans cette démarche-là, automatiquement, on sait que dans sa maison, il y a les 4 points cardinaux. Tout le monde dit le matin, le soleil se lève et puis se couche à l'ouest. Donc s'il se couche il se lève à l'est, se couche à l'ouest, à notre gauche c'est le nord, à droite c'est le sud. Aussi simple que ça. Et il faut aérer la chambre. J'ai vu des personnes qui avaient des chambres, c'est plus que des tombeaux ouverts. Il y a plein de saletés, plein de choses qui sont là que les gens entassent. Les gens ne se libèrent pas des vieux habits qu'ils ont portés il y a 3 ans, il y a 4 ans, 5 ans. Les gens ne se libèrent pas des vieilles chaussures qui ont gardé une empreinte de tout ce qu'elles ont fait pendant 3 ans. Tout ça, c'est là dans la maison. Et puis, les gens se disent qu'ils ne dorment pas. Il faut nettoyer l'espace, il faut aérer l'espace. Et puis maintenant, mettre aussi des petits parfums. On peut mettre des huiles essentielles de marjolaine, des huiles essentielles de camomille. Tout ça, ça ouvre le sommeil rapidement. Mais l'alimentation doit être légère. On enlève la viande le soir. On enlève même les protéines. On mange léger, des légumes, une céréale, une petite sauce. C'est suffisant. Petite sauce claire avec du poisson. Petite sauce claire avec du poisson. On peut manger du poisson. Mais je veux dire que si on veut gagner rapidement sur le plan thérapeutique, avec ce que je dis de l'alimentation pour les insomniaques, il y a des petites choses qu'on enlève sur quoi 1 ou 2 semaines, et puis on revient progressivement. Mais chaque fois qu'on va se trouver en excès, le corps va nous signaler par un malaise. Celui-là, il est insomnie, il est insomniaque, celui-là, il est hypertendu, celui-là, il est diabétique, celui-là, il ne va pas à la selle. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça qu'il faut comprendre. Et si on aère bien sa chambre, c'est un plaisir de dormir. Voilà, le sommeil ne doit pas devenir un cauchemar. Docteur, parlons toujours de l'insomnie. On va prendre un cas pratique, le cas d'une autre. Est-ce que le temps du sommeil détermine l'insomniaque en tant que tel? Parce que nous, par exemple, on dort à une certaine heure, on se réveille à une certaine heure, et c'est plus le matin qu'on rattrape. Dans ce cas-là, comment avoir une bonne qualité de sommeil? Par exemple, Alix, bon là, par exemple, nous sommes ici ce matin parce que nous sommes réveillés au moins à 5 h du matin. Non, 3 h du matin. À 3 h du matin, vous venez très loin. Et depuis que je viens ici, les émissions, quand je me suis réveillé très tard, c'est 4 h du matin. Mon horloge fonctionne comme ça, c'est ce qu'on appelle l'horloge biologique interne. Okay. Je me dis, je vais me lever à 5 h, le temps de préparer pour être ici à 6 h. À 4 h, je suis réveillé. Donc, je commence à cogiter, je commence à préparer ma journée. Et puis, je fais ma toilette, tout ce qu'il doit faire, tout ça. Donc, tous ceux qui se lavent à cette heure-là doivent faire la compensation dans la journée. Okay. Une petite sieste. De combien de temps? Et à quelle heure? Oui. Il doit faire des choses, une compensation. Sieste. Oui, à quelle heure? Par exemple, nous, on rentre au plus tard à 10 h, à midi. Oui. Parfois même un peu plus tard. La sieste intervient à quel moment? Bon, on peut dormir à midi. À midi. C'est la compensation. On peut dormir à 14 h, c'est la compensation. Mais on mange comment? À 16 h. On mange à quelle heure? C'est-à-dire, nous, on prend notre déjeuner à quelle heure? Là, pendant que je pars d'ici, je vais au boulot. Mon petit déjeuner, ce sera vers 11 h, ce sera des fruits. Voilà. Je mange des fruits pour avoir plus d'énergie, plus de vitalité, plus d'oxygène pour le cerveau. Et puis, le prochain repas peut-être vers 18 h. Je ne mangerai pas comme monsieur tout le monde midi. Oui, il y a un cycle qui a été mis. Il y a un système de travail qui a été mis. Donc tout le monde doit manger le matin, toi manger à midi, toi manger le soir. Mais il n'est pas dit, il n'a jamais été dit que l'homme doit avoir 3 repas par jour. Parce qu'on constate qu'on veut à tout prix manger 3 repas et on s'alourdit. Si les 3 repas sont lourds, on devient très lourd. Et ça, vous faites ça quand vous étiez étudiant ou bien après, à votre âge maintenant? Ce système-là, c'est quand vous étiez jeune, depuis que vous êtes jeune ou bien maintenant, vous le continuez, après quelques années que vous avez commencé? Pour qui? Pour les insomniaques? Oui, vous, par exemple, vous mangez à 11 h, votre rythme, où on n'est pas forcé de prendre 3 repas par jour. Moi, je suis profession libérale. Je peux manger à 14 h, je peux manger à 16 h, je peux manger à 18 h. Mais je ne fais pas de l'alimentation un problème ou un tabou. Je veux dire quoi? Du fétichisme de l'alimentation. Voilà. Que je ne dis pas, mais si je n'ai pas mangé à midi, qu'est-ce que je fais? Il y a des gens qui ne mangent pas pendant une semaine, en Somalie, en Érythrée, tout ça. Ils ne sont pas morts. Voilà, donc ce n'est pas nous qui ne mangeons pas. Une incidence après, c'est des carences, il y a des carences après. C'est pas la même réalité. Ben oui, il y a des carences après qui interviennent. C'est vrai que les carences s'installent, mais nous, on doit quand même, avec tout ce qu'on a comme bénéfice ici, profiter de tout ce que la nature a de bon. Alors, docteur, donc là, c'est 11 h et nous, on a fini, on va à la maison à midi, 13 h plus si affinité. Une petite sieste, la sieste
La sieste, étant entendu qu'on doit se mettre au lit à 18-19 heures, la petite sieste doit durer combien de temps? Vous vous couchez à 19 heures. Eh oui. Si vous vous couchez à 19 heures, déjà à minuit, vous avez bouclé votre cycle de sommeil. Parce que de 19 h à 20 h, 21 h, 22 h, 23 h, minuit, 5 heures de temps. Et comme ces heures-là, suivant les biologistes, ça compte double, donc on peut dire que vous avez dormi déjà 10 heures de temps. Oui. Donc vous avez dormi 10 heures de temps, mais vous pouvez vous réveiller. Puis si moi je me couche à 20 h, à 1 h du matin, je suis réveillé. Et je vais travailler maintenant. J'ai le temps devant moi. Je vais travailler, je vais coucher des documents, je vais fouiller. Voilà. Mais si on se couche à 23 h, le premier réveil, normalement, ça doit être à 6 h du matin. Mais compte tenu des intempéries, compte tenu des aléas, celui qui se couche à 11 h doit se négocier son réveil vers 5 h du matin. Il va travailler au port d'Abidjan, il est à Yopougon, à 5 h il doit être parti. Pour être au moins à 6 h là-bas. Voilà. Mais vous, par exemple, vous commencez ici à 6 h, je viens vous rejoindre ici le jeudi à 6 h 10. Quand vous sortez d'ici, vous avez votre période creuse. Votre période creuse, soit vous mangez de bons fruits, donc vous oxygénez tout votre corps, et puis vous allez même vous reposer, mais n'allez pas manger quelque chose de lourd. Voilà. Bon, ce sont des habitudes, Marcelin. Et un bon à checker poisson après, entre collègues, le matin, à 9 h. Marcelin, il faut placer ça vers 14 h, la checker poisson. 14 h, on est deux, voilà. Mais, docteur, la question qu'Alix et moi, on va répéter en chœur. Est-ce que le sommeil du matin est le même que le sommeil du soir? Le sommeil du matin sommeil réparateur. Et du soir, c'est pas le même sommeil. C'est pas le même sommeil. C'est pas le même son, pas le même acoustique. L'homme est fait pour fonctionner le jour et pour se reposer la nuit. Voilà. L'homme n'est pas nocturne, l'homme est diurne. Et si on se couche le matin, forcément, il y a une compensation qui se fait. Vous êtes là comme ça dans votre salon et puis vous regardez votre télévision, vous commencez à somnoler. C'est un bon petit sommeil. Mais la qualité, parce qu'il y a des bruits, il y a tout. Pourtant, la nuit, tout est calme. Même si vous dormez 10 minutes, comme ça, là, c'est bon parce que le corps avait besoin de ce petit flash-là pour se reposer un peu et puis vous repartez. Voilà. Moi, je peux être là comme ça, fermer les yeux, même sans dormir, et puis je me repose. Il y a le repos physique. Il y a un repos mental. Je suis coupé. Dès que j'ai fermé les yeux, tout est coupé. Et puis, si j'ouvre les yeux, c'est 10 minutes qui ont passé, 15 minutes qui ont passé, je reprends mon travail. Voilà. Mais docteur, parfois, il y a des incidences terribles. Ce qui fait que pendant les vacances, on peut dormir un jour. Alix et moi, on peut battre des records. On peut dormir pendant un jour. Oui. Moi, il m'est arrivé de dormir de 10... Moi, il m'est arrivé de dormir de 15 h à 1 h du matin. C'est ça. Je ne savais même plus quel jour on était. Il y a une emprise, comme on parle, il y a Morphée qui prend possession de vous, mais... On peut dormir toute une journée. Si vous avez envie de dormir, comme Alix, des toxicos, quoi. Alix, si vous avez envie de dormir, vous dormez bien. Dormez à l'heure que vous voulez. Mais ça peut provoquer des dérèglements au niveau de l'homme ou de la femme. Les dérèglements s'installent par rapport au travail que vous faites d'abord. Voilà. Pour être ici à 6 h du matin, il faut que vous soyez arrivé à 4 h, à 3 h du matin. Donc il y a des dérèglements. Mais la compensation se fait tous les jours, puisque après vous avez une période creuse. Et puis vous il y a du bruit. Voilà, donc vous compensez. Vous compensez toujours. Voilà. Moi, quand j'arrive ici, c'est une fois par semaine. Donc ça ne me gêne pas du tout. Vous sentez un peu qu'il y a quelque chose. Une fois par semaine, là, vous sentez ça un peu. Comme tous nos consultants d'ailleurs, vous sentez un peu qu'il y a quelque chose. Même si vous me dites, docteur Aka, couche-toi à 1 h du matin, que je dois me réveiller à 5 h, je serai réveillé à 5 h. Je programme ça, l'horloge biologique organique interne. Oui, je programme. C'est le cas. À 5 h moins 5, je regarde ma montre, je suis réveillé. Quitte à me rendormir après, mais c'est comme ça. Et chaque fois, tous les matins, je programme pour être à 6 h réveillé. À 5h35, 5h40, je suis réveillé. Mais ça laisse des traces, hein, ce qui fait que quand on change de métier ou bien quand on n'est plus dans agent de l'État ou fonctionnaire, qu'on est maintenant libéral, ça laisse des traces. Nous, par exemple, à 3 h du matin, qu'on soit en Chine, en France ou à Bondoukou, on se lève automatiquement, on est debout. Bien sûr, bien sûr. Si vous partez d'ici... Et je vois que ma collègue Alix est connectée, je vois que mon fils est connecté, tous ceux qui font la matinale, automatiquement à 3 h du matin, ils sont... Bien sûr, c'est comme ça. Il y a des travailleurs qui se réveillent plus tôt, et d'autres qui se réveillent plus tard. Mais il faut faire en sorte de compenser cela. Comment? Le monsieur qui travaille à 5 h du matin au port ou à 6 h du matin au port, quand il est rentré à 18 h, il négocie jusqu'à 20 h, il est chez lui. Déjà à 21 h, il a fini de manger, il est au coucher. Parce qu'il sait que son temps est limité. Et que pour être à 6 h au port d'Abidjan, alors qu'il est à Yopougon, il faut qu'il soit parti de Yopougon au moins à 5 h du matin. La place de la famille, l'interaction avec les autres membres de la famille. Le trafic est fluide à cette période-là. Même quand j'arrive ici le matin, il n'y a pas beaucoup de voitures, ce qui est d'ailleurs bien. Parce que si on doit arriver ici à 6 h et se faire coincer par un petit embouteillage, vraiment, ce n'est pas pratique. Voilà. Donc, il faut organiser son sommeil. Tous ceux qui ne dorment pas, comme je dis,
Il faut manger beaucoup d'oignons le soir dans les légumes, une carotte, un concombre, une tomate, des oignons, de l'huile d'olive, mettre aussi beaucoup de persil. Ça repose le système nerveux. Puis maintenant, si on veut manger un poisson, des œufs, mais ma préférence va au poisson, aux œufs, mettre de côté la viande le soir. Et puis, se prendre une peau d'orange. Mettre ça dans l'eau chaude. La peau d'orange, vous la rincez, vous mettez ça dans de l'eau chaude, vous coupez en petits morceaux, vous mettez dans l'eau chaude. Fait bouillir. Toutes les effluves. Non, juste infuser. Oui, dans de l'eau chaude. Un bol d'eau chaude pour une orange, la peau. Vous mettez dans les effluves de la peau, vont passer dans l'eau. Vous prenez ça avec un peu de miel, vous ouvrez le sommeil. Voilà, chaque fois que je fais cela, je n'ai même pas attendu 5 minutes et puis je suis déjà endormi. Des oranges bio pour éviter tout ce qui est résidu de pesticides. Merci beaucoup, docteur. Voilà, vous avez vraiment donné des informations, des topos à ma très chère collègue et moi, donc et toute la famille. On va dormir. La pub, la météo et le JT, il est 6 h passé de 26 minutes ce matin. Bonheur. Merci, docteur. Merci. Christelle Akoussa réalise cette émission. Allez, on y va maintenant. Mesdames et messieurs, bonjour. L'ensemble du pays sera dominé par un ciel nuageux avec des intrusions progressives du soleil. Toutefois, à cause de l'instabilité en mer, on devra s'attendre à des pluies localisées tôt le matin sur le littoral et dans le sud forestier. Pour les variables de la matinée, 26 degrés à Abidjan, 25 à Adiaké, 24 à Bandoukou, 25 à Boaké, 23 à Daloa, 25 à Dimbokro, 23 à Gagnoa, 25 à Korogo, 22 à Mont, 26 à Odiéné, 25 à San Pedro et Sassandra, 24 à Tabou et enfin 24 à Yamoussoukro. L'après-midi sera ensoleillé sur l'ensemble du pays. C'est en fin de période qu'on observera des bourgeonnements nuageux qui occasionneront des averses de pluie dans le nord, à l'est et à l'ouest du pays. Au sud, les effets de la brise entraîneront des averses de pluie, parfois mêlées d'orages isolés dans le sud forestier, puis sur le littoral en fin de période. Pour les variables de l'après-midi, 32 degrés à Abidjan et à Adiaké, 33 degrés à Bandoukou et Boaké, 32 à Daloa, 34 à Dimbokro, 31 degrés à Gagnoa, 35 à Korogo, 32 degrés à Mont, 35 à Odiéné, 32 à San Pedro et Sassandra, 31 degrés à Tabou et enfin 33 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Très belle journée à toutes et à tous. C'est l'heure de l'actualité africaine. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, merci de nous rejoindre. Le Niger a décrété mardi un deuil national de 3 jours après la mort de 60 personnes dans l'explosion d'un camion-citerne dans la nuit de dimanche à lundi, qui a également fait une quarantaine de blessés près de Niamey. La police ghanéenne a annoncé avoir arrêté hier 81 séparatistes accusés de vouloir déclarer indépendante la région orientale du Ghana sous le nom de Togoland occidental. Ces personnes, dont 2 femmes, ont été arrêtées dans la ville de Ho et ses environs et seront déférées devant la justice. Près de 27 millions de Sud-Africains étaient appelés aux urnes hier pour un double scrutin, législative et provinciale. Il s'agit des premières élections nationales depuis l'arrivée au pouvoir du président Cyril Ramaphosa. 25 ans après la fin de l'apartheid, l'ANC, le parti de l'ancien président Nelson Mandela, est toujours au pouvoir et le parti devrait conserver sa majorité au Parlement.
Au Soudan, les leaders de la contestation ont accusé hier les généraux de chercher à retarder la transition du pouvoir à une autorité civile et menacé de lancer un mouvement national de désobéissance. La veille, les généraux avaient déclaré qu'ils étaient d'accord avec la plupart des propositions de l'ALC sur la transition, tout en faisant état de beaucoup de réserves sur d'autres. Ils ont soulevé surtout la question de la charia. Le Conseil militaire de transition veut en effet recourir à la loi islamique pour doter le pays d'une nouvelle législation. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a demandé mardi une importante augmentation de la vaccination contre la maladie d'Ebola en RDC, République démocratique du Congo, où l'épidémie a tué plus de 1000 personnes en 9 mois. Plus de 111 000 personnes ont déjà été vaccinées, mais ces vaccinations n'ont pas été suffisantes pour empêcher le virus Ebola de se développer dans les régions de la RDC déjà frappées par l'insécurité. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve tout à l'heure à 7 h. Merci Régis, à tout de suite. Et nous prenons la direction de Koumassi, où là-bas des activités, ma foi, un peu louches s'y déroulent et mettant à mal l'environnement tout entier. Alors, c'est la lagune qui est menacée de disparaître parce que des personnes occupent ce bord de lagune et font du remblayage à outrance. On regarde. Ces pinasses en plein chargement assurent la liaison Koumassi-Agaoui, un village situé sur la petite île de Port-Boué. Dans quelques mois, cette activité pourrait prendre fin. Plus qu'une centaine de mètres ne séparent aujourd'hui les deux rives. Cette situation inquiète véritablement les populations et les transporteurs. Un remblai de la lagune a été fait par des entreprises en vue de mener des activités de vente de véhicules, mais aussi pour la construction d'habitats et d'entreprises. Dragage, vente du sable pour les travaux de construction. Et l'autre chose, c'est le remblai pour un lotissement. Et là où nous sommes, c'est un lotissement qui vient d'être réalisé sur l'emprise de la lagune. Un lotissement qui doit faire plus d'une trentaine d'hectares. Mais vous avez vu qu'il y a une pression foncière sur Abidjan, de sorte que pour certaines personnes, tous les espaces sont à utiliser, à exploiter. Koumassi-Soweto n'est pas la seule zone en plein remblai. Un tour derrière le camp commando. Ici, ce vaste espace ensablé était autrefois une étendue d'eau. Mais depuis la suspension des opérations de dragage de la lagune, cet opérateur économique installé en ces lieux et qui soutient disposer d'une autorisation fait du remblai. Plusieurs hectares déjà obtenus grâce à cette opération. Ça va renforcer naturellement les inondations, ça va avoir beaucoup d'effets néfastes aussi bien sur la qualité de vie que de l'environnement. Pour mieux comprendre ces opérations en cours sur la lagune, nous nous sommes rendus à la Direction générale du foncier et de l'urbanisme. Et la réponse du premier responsable de cette direction est claire. C'est bel et bien une activité illégale. En tout cas, à notre niveau, aucune autorisation n'est donnée. D'ailleurs, si nous recevons des actes, c'est-à-dire que des documents pour que ces personnes demandent des actes, nous les refusons. Puisqu'en fait, pour nous, le bord lagunaire, à une certaine distance, ne doit pas être occupé. D'ailleurs, on ne peut pas donner de permis, parce que pour donner un permis de construire, il faut avoir un acte de propriété. Et ces personnes ne peuvent pas avoir d'acte de propriété, donc ils n'ont pas de permis, et donc ils sont dans l'illégalité totale. Donc on bâtit sur un espace sans permis. Ça, c'est le comble. Le directeur général du foncier de l'urbanisme interpelle donc les opérateurs, tout en précisant les conséquences de cette activité. Si jamais ils veulent avoir des actes, à notre niveau, nous ne connaissons pas ce lotissement ou ces implantations, nous n'aurons jamais des actes. Et en plus, ce que je voulais dire, la collectivité territoriale, la commune qui a son espace, qui est de la proximité, devrait déjà s'opposer. Il y a des problèmes d'assainissement qui vont se poser, des problèmes d'affaissement qui vont se poser. Parce que quand on fait un tel lotissement ou bien une telle implantation, il n'y a aucune règle d'urbanisme qui régit cela. Aucune règle. S'il faut aller à R+1, R+2, pour ne pas plus tard que le bâtiment s'affaisse. Ainsi de suite, toutes ces règles-là doivent être édictées. Interpellée, la mairie de Koumassi se défend. En des parties de quartier,
la mairie a permis que, par exemple, à Joël Bruno, c'était un cas, c'est un comité d'aide à la restructuration du quartier précaire. À ce moment, ceux qui ont été touchés par les emprises d'ouverture des voies ou alors pour certains travaux de la restructuration devraient être recasés sur un remblai. À ce moment-là, la mairie s'engage auprès du quartier et demande donc les autorisations qu'il faut pour pouvoir faire ce remblai, mais dans des limites prescrites et bien connues. Aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons lancé une opération de contrôle des espaces en bordure lagunaire. Tout le cordon lagunaire, les opérateurs économiques, même les quartiers que j'ai dit tout à l'heure précaires, nous allons vérifier s'ils sont véritablement dans leurs limites. La zone industrielle de Koumassi est également touchée par cette opération de remblai de la lagune. Nombreuses sont ces entreprises installées en bordure de lagune qui bouffent chaque jour une partie de la lagune pour l'extension de leurs activités. Au quartier Terminus 32, la lagune a complètement disparu, laissant place à des immondices qui seront à leur tour remplacés par des habitations dans quelques années. Là, nous sommes arrêtés au milieu de la lagune. Il y a une branche de la lagune qui passait par ici, qui s'étendait jusqu'au quartier d'Ivo derrière vous, là où se trouve l'exutoire, la Sodeci, de l'eau qui déversait l'eau de façon naturelle dans la lagune. Avant, c'était une pinasse. Il y avait une pinasse ici qui faisait traverser les gens à 100 francs par jour. Donc, avec le remblai que les gens ont commencé à faire petit à petit, voilà, si on y prend garde, on risque de se retrouver sans endroit où l'eau va passer par là à la lagune. Aujourd'hui, une chose est claire à Koumassi. La lagune est véritablement menacée par des industriels et des particuliers, dans le souci constant de trouver de l'espace pour s'y installer confortablement. Oui, vraiment, on ne le dira jamais assez. C'est quand il y a des scandales qu'on découvre vraiment la fonction de chacun. On ne sait pas comment on est arrivé là, on ne sait pas. Qui a donné les autorisations, comment ça s'est arrivé, mais on constate un fait et bon, c'est la faute à personne, c'est arrivé comme ça. Ça aussi, c'est un problème qu'il faut régler. Nous, à Matin Bonheur, on va creuser, on va essayer de creuser, mais positivement, hein, pas creuser de façon illégale, afin d'avoir toutes les informations. Développement durable, ça tombe bien, c'est une transition qui nous permet donc de parler avec notre Cédric Lombardo national. La gestion des déchets, on ne le dira jamais assez, est un problème majeur pour le continent africain. Inutile, hein, je vous dis. Partout dans les villes, comme en zone rurale, on observe des échanges sauvages. Les risques sont connus, contamination des ressources en eau ou des terres, obstruction des ouvrages d'assainissement, inondation. Si les déchets étaient une ressource, verrions-nous ces comportements? Une réponse est proposée, l'économie circulaire, ma très chère Alix. Exactement, et c'est le défi qui est simple, hein. Donner une deuxième vie aux déchets, les réinjecter dans l'économie, comme quoi rien ne se perd, tout se transforme, et créer des emplois et des revenus, protéger ainsi l'environnement. L'économie circulaire apparaît comme le nouveau levier, facteur d'innovation et de création d'emplois durables et de richesses solidaires. L'économie circulaire était l'un des thèmes de la journée des GIFAC qui se sont tenus à Abidjan. Donc avec vous, nous venons savoir comment on devient un facteur d'innovation, créateur d'emplois directs et de richesses solidaires. C'est le sujet du jour. J'imagine, Cédric, que vous avez été super dessus parce qu'on a vu tout à l'heure. Avec vous, voilà. Je sais que Matin Bonheur, on va parler de votre thème, mais est-ce qu'on peut réagir à chaud par rapport à ce qu'on vient de voir là? Bon, il y a un remblai illégal comme ça. Et puis, c'est à la faute à personne. Rien, ce n'est pas moi, c'est pas moi. Comme si on était dans une cour de récréation. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Le pire n'est jamais décevant. C'est-à-dire qu'on est capable de voir des choses et quand on s'en rend compte, vous avez des personnes qui viennent de créer 35 hectares de foncier en milieu lagunaire. Ça ne se fait pas entre 6 h du soir et 6 h du matin. Ce sont des semaines et des mois d'activité et on s'est rendu compte de rien. Ouais, franchement, c'est passé comme ça, c'est arrivé par magie, quoi. Vous avez un travail de la RTI qui est justement un travail de sensibilisation et puis comme vous l'avez dit, dans ce qu'on vient d'entendre, mais pour que tout ceci se fasse, ça s'est fait sous les yeux des populations, sous les yeux des autorités locales, sous les yeux des autorités, j'ai envie de dire, des corps habillés, entre guillemets. Et pourtant, rien n'a été fait. Donc, le pire n'est jamais décevant, mais c'est typiquement ce genre de choses qu'il ne faut pas voir. D'autant plus que, 1, vous avez des impacts environnementaux, et 2, le type de sable que vous mettez comme ça, avant que ça se tasse, parce que vous savez que la nature, pour vous donner un sol solide sur lequel on peut bâtir, elle met des dizaines, des centaines d'années pour le faire. Avant que ce sol soit bien stabilisé, bien posé, que l'on puisse faire quelque chose à l'intérieur, ça va prendre beaucoup de temps. Donc, les habitats vont être mis en danger. Mais c'est malheureusement et hélas typiquement le genre de choses que l'on observe. C'était le cas avec le riz. Aujourd'hui, c'est ça. Ce n'est jamais personne. C'est la faute à personne. Ça se passe, mais on ne sait pas. Moi, c'est ce désengagement-là que je trouve honnêtement irresponsable. Et ce que je trouve, moi, fantastique, c'est, vous savez, ça fait très longtemps, je me dis, mais on fait un beau travail ensemble depuis des années, etc. Et on a besoin un petit peu aussi que les populations nous alertent. On prêche dans le désert, finalement. C'est de l'observation. Et ce sont ces observations, vous le faites. Mais si d'autres personnes peuvent nous envoyer ce genre de vidéos en disant, je ne comprends pas
voilà ce qui se passe devant chez moi. Et c'est triste à dire, on ne peut plus, l'urgence est telle qu'on ne peut pas laver le linge sale en famille. On est obligé malheureusement de le mettre sur les ondes de la RTI, de le présenter à toute la population ivoirienne, dans l'espoir qu'on se pose des questions et qu'on se dise comment est-il possible que 35 hectares... Pour ne pas que demain on dise que la RTI n'a pas joué son rôle. La RTI joue toujours son rôle avec les moyens qu'elle a afin d'attirer l'attention des populations et d'informer, sensibiliser. Voilà, c'est ça aussi. Et Matin Bonheur, vraiment ici on fait en sorte que vous ayez l'information sans état d'âme. Merci Cédric. On aurait pu en faire un thème, hein, parce que c'est un thème tout tracé, mais c'est pas grave. On va se concentrer et revenir sur le thème du jour. On parle d'économie circulaire. On a levé le voile tout à l'heure. C'est quoi l'économie circulaire? L'économie circulaire, vous avez une logique de circularité qui se met en place. Et donc l'économie circulaire, c'est quelque chose qui nous dit, mais finalement, quand on a produit quelque chose, on l'a consommé, on a produit du papier, du plastique, etc. Mais après, on va le jeter. On a consommé des ressources et ces ressources-là, une fois qu'on leur a donné une première vie, elles sont en train de disparaître. Or, nous sommes dans un monde où nous devons faire beaucoup plus, parce que nous avons plus de population, mais on doit le faire avec les moins de ressources qui sont disponibles. On a de moins en moins de forêts, on a de moins en moins de ceci, cela, etc. De moins en moins d'eau. De moins en moins d'eau, c'est une vérité, il faut le dire. Et donc la stratégie ici, c'est de dire tout simplement, il faut recycler. Il faut d'abord concevoir les produits pour qu'ils soient réutilisables dans l'avenir. Quand ils ont fini leur première vie d'utilisation par l'homme, il faut leur donner une seconde vie. Donc il y a un processus qu'il va falloir mettre en place. On produit, on recycle, on réinjecte dans l'économie. On produit, on recycle et on réinjecte dans l'économie. C'est donc ce cercle vertueux que l'économie doit mettre en place avec la gestion des productions et des déchets. Cédric, à ce niveau-là, est-ce que l'Afrique n'est pas déjà un champion dans le domaine? Si, on peut le dire, parce que la grande chance que nous avons, c'est notre intelligence, notre ingéniosité. Malheureusement, nous avons souvent des populations qui n'ont pas tous les moyens nécessaires pour subvenir à leurs besoins. Mais finalement, dès que quelque chose est encore récupérable, même dans les métaux, vous allez par exemple chez nos amis ferrailleurs, il y a toujours quelque chose que l'on peut faire. Quand un métal est déjà mort, l'aluminium, hop, eux, ils savent nous faire de nouvelles marmites, de nouveaux éléments. Donc, il y a toute une stratégie qui a été mise en place. Maintenant, ce qu'il faut s'assurer, c'est que les démarches de récupération, d'économie circulaire qui sont créées, il faut que l'on s'assure que ceux qui travaillent dessus le fassent dans de bonnes conditions, le fassent avec une bonne production. On avait vu il y a l'an dernier un petit élément sur le recyclage du plastique. Et donc les gens, en fait, ils prennent le plastique, ils le mettent dans des grandes marmites, ils font chauffer, et ils sont au-dessus, ils respirent, ils inhalent tout ça. Ça, c'est dangereux. Il y a des stratégies techniques beaucoup moins nocives pour les hommes. Donc, l'Afrique est ingénieuse, l'Afrique sait recycler et l'Afrique peut encore aller plus loin. Alors, Cédric, concrètement, quelles innovations sont proposées? Alors, il y a de très nombreuses innovations et lors des GIFAC, c'était même très intéressant de voir la manière dont les personnes abordaient les thèmes, puisque finalement, ils sont tous venus avec un thème. Il y avait un thème sur celui qu'on va regarder tout de suite maintenant, c'était l'économie circulaire et la sécurité alimentaire. Comment le recyclage des déchets peut contribuer à la sécurité alimentaire. Et c'est le premier élément que nous vous présentons ce matin. Avec le mangue de bananes arrive. Vous allez dans les marchés, on vous donne les bananes presque cadeaux. Parce que si elles ne vous donnent pas, ça va pourrir. Pourquoi? Parce qu'il fait chaud. On ne sait pas comment les conserver. Mais, entre-temps aussi, on a des problèmes avec les déchets. Dans toute, disons, commune, mairie, ils ne font que déplacer les déchets. On ne résout pas le problème des déchets, on les déplace. Alors, tant qu'on ne valorise pas les déchets jusqu'à les faire disparaître, ils seront toujours là. Je vais trouver une solution. On va prendre les déchets des ménages, des marchés, on va les trier, on va prendre les déchets organiques, et puis, même les déchets des bouts de vidange, là, c'est-à-dire que quand les gens vident les toilettes, là, pour le moment, les gens vont jeter ça en brousse, mais tout ça, ça produit du gaz. On va le transformer en biogaz. Et puis, produire de l'électricité. Avec cette électricité-là, on va produire du froid et d'ici peu, les collectivités territoriales auront des magasins, des chambres froides dans les marchés où nos mamans pourront stocker les vivres. Ça va augmenter la durée de vie des bananes. Et comme ça, on pourra atteindre la sécurité alimentaire. Et ce n'est pas tout. Les collectivités territoriales, après avoir produit le biogaz, auront l'engrais organique. Ils pourront donner l'engrais organique à un prix presque ridicule à nos parents qui vont utiliser pour augmenter la production. Exactement. En tout cas, la maxime « rien ne se perd, tout se transforme » est vérifiée avec l'intervention du monsieur. Alors, qu'est-ce qui rend difficile ce type de projet? Est-ce le nombre de personnes à réunir?
C'est exactement ça, parce que vous vous rendez compte que lorsqu'on travaille sur cette démarche, c'est une démarche très intéressante. D'ailleurs, entre parenthèses, monsieur le maire de Boaké a lancé une petite démarche comme ça dans sa commune, monsieur Djibo. Et donc, ce qui est difficile ici, c'est d'arriver à réunir tous les acteurs nécessaires. Parce que, premièrement, il vous faut d'abord que toutes les personnes qui sont dans la production alimentaire, entre guillemets, donc les femmes qui sont sur les marchés, etc., soient sensibilisées, connectées à un réseau de collecte. Parce qu'il va falloir récupérer tous ces produits qui sont périmés. Donc, une première famille d'acteurs qu'il faut arriver à mettre en place. Parce que vous imaginez que pour produire des biogaz, produire de l'électricité, produire de la chaleur, il faut beaucoup de quantité. Et si subitement, dans votre cycle industriel, il vous manque un petit peu de ressources, votre capacité de production sera abîmée. Donc, il nous faut les autorités qui soient impliquées, oui, j'autorise de le faire. Il nous faut les femmes du marché qui seront impliquées, oui, je viens vous amener mes produits. Il faut qu'on les collecte. Il faut la personne qui va produire. Il faut la personne qui va racheter l'énergie si elle est injectée sur le réseau. Et donc, comme de très nombreux acteurs sont mis en place, parfois, c'est beaucoup plus facile. Je fais une centrale à gaz, je la mets dans un coin, il y a 80 personnes qui bossent dedans, c'est connecté au réseau et je ne me pose pas de questions. Mais ce monde-là est terminé, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, on doit être encore plus ingénieux, on doit être encore plus perspicace, on doit être encore mieux connecté, organisé entre nous pour rendre possible ce type de déchets. Et si chacun prend la mesure de son rôle, de sa contribution, et si nous avons un bon planificateur, à ce moment-là, tout ce type de solution est largement possible. Alors Cédric, au-delà de ce qu'on a vu, il y a d'autres exemples de révalorisation des déchets, hein, j'imagine. Oui, absolument. Il y avait un deuxième élément qui était très intéressant, et vous savez que moi c'est un de mes grands sujets préférés, c'est le recyclage des déchets agricoles dans l'énergie. On a des problèmes de charbon, on a des problèmes d'électricité, et pourtant tellement de solutions sont possibles. Et le deuxième élément vidéo que nous allons vous présenter ce matin, c'est une intervention sur les déchets et la production d'énergie. Nous avons fait un projet pilote il y a 1 an et demi dans les zones de production de coton et production de cacao. On a déjà fait une petite étude de préfaisabilité pour valorisation des tiges de coton et des cabosses de cacao. C'est des tonnes et des tonnes qui sont rejetées en longueur de journée, notamment les tiges de coton, même les cabosses de cacao. Si vous voulez, chaque année, c'est rejeté et c'est brûlé pour les tiges de coton. Mais ça nous a donné des valeurs extraordinaires et ça nous a donné création d'emplois extraordinaire pour la Côte d'Ivoire, pour la jeunesse, notamment. Et l'idée pour nous, c'est de faire un bilan, si vous voulez, de dénicher tous les gisements des résidus agricoles. Le FILCA a à peu près, si vous voulez, 22 ou 26 filières agricoles. Et ces 22 ou 26 filières agricoles, chaque filière produit des résidus agricoles, en partant de manioc et consorts. Donc l'idée pour nous, c'est d'évaluer tous ces gisements-là. C'est un gisement. N'oublions pas qu'aujourd'hui, les déchets sont devenus, c'est une ressource naturelle. Parce que c'est classé, il y en a 6, les déchets sont devenus 7e ressource naturelle. Et c'est devenu stratégique sur le plan mondial. Ça veut dire que les pays, bientôt, vont faire la guerre pour récupérer les résidus de leurs voisins, ou bien les pays africains que nous dormons. Ah oui. On va y revenir, hein, mais parlons toujours à des déchets que l'on peut recycler pour transformer. On a des solutions qui ne sont pas nouvelles. En fait, ce n'est pas tout à fait nouveau parce que vous vous rendez compte que des personnes qui travaillent déjà avec certains déchets agricoles ont très bien compris qu'on pouvait récupérer, je veux dire des bêtises, hein, mais quand on fait la coupe entre guillemets de nos cacaoyers, on peut très déjà récupérer le bois pour le mettre à l'intérieur. Vous avez certaines personnes aussi qui ont déjà essayé de manière artisanale de récupérer les cabosses de cacao pour en faire ce qu'on appelle des biocombustibles, donc du charbon. Mais la difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le bilan ou l'efficacité du processus qui est mis en place. Mais là où ce qui était très intéressant, c'est qu'on se rend compte que si en Côte d'Ivoire, nous avons une capacité de production de cacao qui varie entre 1,8 et 2 millions de tonnes de cacao, ça ce sont les fèves sèches, imaginez la quantité de cabosses que nous avons et qui sont disponibles. Donc il y a un véritable gisement de déchets, c'est un peu le titre de cette intervention, il y a un véritable gisement de déchets que l'on peut retrouver en milieu rural. On n'a pas besoin d'aller couper la forêt pour faire du charbon, récupérons nos déchets agricoles. Comme le disait le premier intervenant tout à l'heure, il est aussi possible de récupérer les déchets, soit on les brûle directement et on va produire de la vapeur, et donc de l'électricité, ou alors on va les faire fermenter, les faire pourrir dans des conditions très sécurisées pour produire du gaz. Alors, on va aller directement dans la dernière partie. Notre pays, la Côte d'Ivoire, a vocation agricole. Oui. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, disons-le tout de suite, posons-nous la question, est-ce que notre pays a compris que les déchets agricoles sont un enjeu du futur? Est-ce qu'on a assez compris ça en Côte d'Ivoire? Alors,
les questions de Marcelin. Écoutez, oui, on va dire sur le plan de l'énergie, par exemple, il y a une véritable prise de conscience, il y a de véritables actions qui sont mises en place. On a la loi de 2014 dans le secteur de l'électricité qui nous permet d'avoir de nouvelles stratégies de production. Mais ce qui est très intéressant, c'est lorsque l'on regarde les rapports qui sont publiés par l'autorité nationale de la régulation de l'électricité, l'ANARE, vous allez vous rendre compte qu'ils ont déjà dans les projections de production 46 MW de production d'électricité en Côte d'Ivoire, origine biomasse. Donc c'est une usine qui est en cours de développement, qui va se trouver, les travaux vont bientôt commencer, ça va se trouver vers Ayebo, à Boisseau, et ils vont récolter certains déchets de la filière palmier à huile pour produire de l'électricité. Et quand vous regardez les projections de ce ministère, en fait, on voit que de plus en plus, les déchets vont être valorisés. Ça, c'est la filière déchets-énergie. Maintenant, vous savez aussi que la nature est parfaitement bien faite. Tout ce qui a été produit par la nature, même si elle rentre en état de déchets ou si ça pourrit, etc., les éléments nutritifs qui sont dedans existent toujours. Et donc, vous avez maintenant 2 ou 3 entreprises en Côte d'Ivoire qui, elles, se sont lancées dans la mission de la valorisation des déchets pour faire des engrais organiques. Et vous aviez reçu sur ce plateau un jour un jeune justement qui venait montrer sa stratégie, comment est-ce qu'il travaillait. Oui. Donc il y a une véritable conscience qui se met en place. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour accélérer tout ça ? Vous savez que la semaine dernière, on avait la grande réunion des chercheurs sur la biodiversité. On est en train de vivre ce qu'on appelle la 6e extinction de masse. Nous avons perdu une quantité d'espèces animales qui est véritablement impressionnante. On nous dit qu'en 2050, les océans seront vides, etc., etc. Donc, on ne peut plus se permettre d'attendre, de prêcher comme nous le faisons maintenant. On a véritablement besoin qu'une stratégie de planification se mette en place. Les ressources sont disponibles, les compétences sont disponibles, les besoins sont criants. Concrètement, Cédric, allons. Alors, laissons un langue de bois. Qu'est-ce que vous attendez concrètement du gouvernement par rapport à ce thème des déchets agricoles dans notre pays? Eh bien, si on prend un exemple qui est la valorisation des déchets organiques pour la production d'engrais, vous savez bien que la Côte d'Ivoire n'est pas un grand producteur d'engrais. On importe les phosphates, on importe l'azote, etc., etc. Bien, pourquoi est-ce que nous n'avons pas une stratégie? Et très souvent, cela fait l'objet de subventions de la part de partenaires internationaux pour que justement l'engrais chimique soit accessible aux planteurs. Mais pourquoi ne pas simplement mettre en place un pôle de champions ou un pool de champions, 3, 4, on les accompagne, on les aide à avoir une fiscalité plus attractive lorsqu'ils vont acheter les équipements. On les aide à avoir une présence plus intéressante sur le terrain par les billets de l'État, puisque c'est très souvent l'État aussi qui est un distributeur de ces engrais organiques, filière café-cacao, filière anacarde, etc. On organise tout ça et on encourage ces acteurs locaux. Parce que le phosphate, par exemple, on va l'importer de pays comme le Maroc ou la Tunisie. Alors que prendre une cabosse de cacao, la transformer en engrais, ça se fait ici. Ça peut se faire à Ayebo, ça peut se faire à Tiasalé, ça peut se faire à San Pedro. Mais il faut vraiment que l'État donne ces directives. On a un code de la route. On ne peut pas dépasser une certaine vitesse. Tous ensemble, nous avons le même comportement sur la route. Enfin, on s'efforce de l'avoir, de respecter ce code. Il faut que l'État nous donne ce code. Et vous allez voir que tout va se passer très, très vite. Vous voulez un autre exemple? Parlons de nos charbonniers. On découpe les forêts, on abat les forêts pour fabriquer du charbon. Les bilans énergétiques sont catastrophiques. Parfois, vous avez des gens, ils vont prendre 5 kilos d'arbres pour vous fabriquer 1 kilo de charbon. Je vous demande pardon, mais à l'époque de la préhistoire, quand il y avait très peu d'intelligence dans l'humanité, on peut comprendre ce type de bilan énergétique. Mais aujourd'hui, on a des stratégies qui sont très efficaces. Même vous, dans votre jardin, vous pouvez vous fabriquer ce qu'on appelle un petit four à biochar, et vous allez mettre peut-être 2 kilos de déchets végétaux à l'intérieur, excusez-moi, les rafles de maïs ou ce genre de choses. Vous pouvez les faire brûler dans votre petit jardin, bien sûr, c'est un peu encadré, et vous allez récupérer 2 kilos de matière bois en 30 pour récupérer 1 kilo de charbon. Le ratio est beaucoup plus intéressant. C'est la performance énergétique dont nous avons besoin. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas dire aux charbonniers de Côte d'Ivoire du jour au lendemain, on arrête tout, on plie bagage et il faut changer. Non, il faut les rencontrer, il faut leur expliquer, il faut les accompagner, leur montrer les choix technologiques, rendre la technologie facilement accessible. Et tout ceci ne peut exister que dans 2 conditions. L'opérateur appartient à un secteur formel. On n'est plus dans l'économie informelle. L'opérateur appartient à un secteur formel. L'État l'accompagne, l'encourage avec bienveillance à faire beaucoup mieux. À ce niveau-là, je pense que nous sommes sur la bonne voie avec nos parrains qui nous ont accompagnés en début de saison, notamment l'ANAGED, avec le centre d'enfouissement et de valorisation des déchets de Kosiouin. Je pense que les choses iront dans le bon sens. Justement, le rôle de l'État pour le développement de l'économie circulaire. Le rôle de l'État pour le développement de l'économie circulaire, on vient de le dire. Quelle est la première chose que nous attendons de l'apport de l'État? D'abord, nous avons besoin d'une planification. C'est ça qui est le plus important. Gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Quand vous regardez l'histoire de la Côte d'Ivoire, avant que le Bénet n'existe, on avait la DCGTX, on avait vraiment une stratégie de planification. Et parce que ces plans étaient mis en place, on s'inscrivait et on développait tout ça. Donc, premièrement, il nous faut une planification. Nous avons une ressource en Côte d'Ivoire, ce sont les déchets.
on doit tous les compter. C'est le fameux rôle de la recherche scientifique, etc. Quels sont les stocks que nous avons? Et comme le disait ce monsieur dans les travaux avec le FIRCA, c'est gigantesque, ce sont des gisements. Je veux dire, on parle de pétrole, les déchets, c'est de l'or. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc, identifier, planifier. L'État doit maintenant nous expliquer quelles sont les technologies les plus pertinentes. Et là, c'est encore quelque chose de subtil, c'est que quand vous mettez un cadre réglementaire en place, vous ne pouvez pas mettre un cadre réglementaire en place pour toutes les filières. Donc, il y a un véritable travail. Ce qu'on va faire pour le biogaz, ce qu'on va faire pour les biocombustibles, il y aura toujours des subtilités à mettre en place. Et c'est peut-être ça qui rend un peu les choses difficiles pour le gouvernement. Planifier, réguler, encourager. Ok, le gouvernement doit ou va faire certainement sa part. Alors, que peuvent faire les populations dans nos habitudes, dans nos attitudes pour favoriser l'économie circulaire? Absolument. Alors là, les populations au milieu rural, elles ont déjà beaucoup de stratégies de valorisation, notamment dans les déchets organiques, on l'a déjà vu. Oui. Mais ce qui est très intéressant, c'est la ville. Parce que la ville, finalement, nous produisons de l'intelligence, nous produisons des transports, nous avons des ports, de l'électricité, etc. Mais nous sommes un énorme pôle de production de déchets. Et donc, quand on va rentrer en milieu urbain, si on veut, nous, participer à cet effort de recyclage, ça veut dire que dès le début, il faut que l'on crée ce qu'on appelle un tri sélectif. Parce que si vous me donnez une poubelle, dedans j'ai de la matière organique, du papier, des encres, des batteries, des piles, etc., mon Dieu, c'est une horreur. Tout est contaminé, tout est mélangé. Je ne peux pas travailler avec ça pour le recycler. Par contre, si, comme on le voit dans les pays dits développés, on arrive à apprendre à nos populations, ici tu vas mettre le plastique, ici tu vas mettre la ressource verre, ici tu vas mettre la ressource papier. À ce moment-là, un tri sélectif se passe au domicile et chacun contribue à organiser, à préparer la collecte. Ce qui fait que si je sors mes 2, 3, 4 poubelles qui sont nécessaires par rapport à ça, lorsque viendra le collecteur, il y en a un qui dit « moi je viens, je récupère tous les éléments de verre ». L'autre, je récupère tous les éléments de plastique. Et automatiquement, chacun pourra partir dans la filière de valorisation. Et donc, notre premier rôle, à nous, citoyens, finalement, déjà, c'est de contrôler nos déchets. Est-ce qu'on a vraiment besoin de jeter quelque chose parce que c'est un petit peu abîmé, etc. Si l'on doit véritablement jeter ce déchet parce qu'il ne peut plus servir à notre consommation, est-ce que nous pouvons l'organiser de manière à ce que ça soit beaucoup plus accessible? Et si, en ouvrant notre porte, nous mettons à disposition quelque chose d'organisé, de classé, de rangé, maintenant, il faut que d'autres personnes viennent pour le collecter, le valoriser, etc. Un travail à la chaîne. C'est ce qui fait en fait toute la difficulté de cette économie circulaire, c'est que pour achever cette boucle, de très nombreux acteurs doivent être ensemble. Il faut qu'on nous mette ensemble, et il faut qu'on nous apprenne bien à faire les choses et qu'on y contribue avec une bonne volonté. Et ceci ne peut pas se faire sans que l'autorité nous encadre à nouveau. Les yeux dans les yeux, Cédric. Oui, c'est utopique tout ça ou vous y croyez? En fait, si vous voulez, il est trop tard pour être pessimiste, Marcelin. Je veux dire, il faut le faire maintenant. Il faut le faire. Et rendez-vous compte que vous avez, par exemple, quelque chose qui est fantastique quand vous allez dans des pays comme la Suède. Ils importent des déchets. Ils vont chez les pays voisins pour importer des déchets pour produire de l'électricité. Vous allez rentrer dans des magasins où ce sont des magasins où tout est seconde main. Vous n'allez pas pour acheter quelque chose de neuf. Vous savez que vous rentrez dedans pour acheter quelque chose qui a déjà servi. Mais c'est là aussi, on revient au rôle de citoyen, la conscience de citoyen. Moi, dans le bureau, avec nos équipes, on essaye au maximum de recycler quelque chose. Quand vous allez voir, vous rentrez dans nos bureaux, ce ne sont pas des bureaux tout neufs. On a pris des palettes, on les a assemblés, on les a coupés, on les a poncés, on les a décorés. Aujourd'hui, tout ce qu'on essaye de faire, c'est de recycler quelque chose et il n'y a pas de honte à ça. C'est notre responsabilité. Nous devons consommer moins, consommer mieux pour que les enfants aient beaucoup plus de ressources dans l'avenir. Vous êtes convaincu, ma très chère? Ah oui, convaincu et même motivé on a commencé, à m'y Alix mettre. et moi, on a commencé les tri. Motivé à m'y mettre, ça c'est clair. On a commencé les tri de déchets déjà depuis longtemps. À la maison ou à la maison. À la maison, c'est parfait. Et au bureau aussi, on est très minimaliste. Oui, on utilise peu de choses. Il y a de moins en moins de papier. Voilà, et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que tous les déchets organiques, vous pouvez même en faire du compost. Si vous avez un petit balcon en cas de maison, ou si vous avez en cas d'appartement, ou si vous avez un petit jardin dans une maison, vous faites votre compost, vous faites votre propre terre. C'est prévu dans les plans des prochains domaines. Des comparaisons. Merci beaucoup, Cédric. La suite, Alix, qu'est-ce qu'on a maintenant? La suite, une courte page publicitaire. Et là encore, peut-être. Mais Régis, lui, il est là, ça c'est certain. Donc on part pour le flash. Merci de nous rejoindre dans l'actualité internationale qui démarre tout de suite en Syrie. Plus de 150 000 personnes ont fui en une semaine des secteurs tenus par des djihadistes dans le nord-ouest du pays où les forces du régime de Bachar al-Assad et de l'allié russe ont intensifié leurs frappes meurtrières. Mardi, 13 civils ont été tués, principalement dans des raids aériens du régime, a indiqué
l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH. Au Pakistan, un attentat suicide près d'un mausolée soufi a fait au moins 10 morts et 24 blessés à Lahore, dans l'est du pays, la deuxième ville du Pakistan au deuxième jour du Ramadan. L'attaque revendiquée par une fraction des talibans pakistanais s'est produite dans une zone fréquentée de la ville, près de l'entrée réservée aux femmes. Du football, on a vécu hier une autre soirée spectaculaire après l'incroyable remontée mardi de Liverpool face à Barcelone. D'autres Anglais, ceux de Tottenham, nous ont livré une qualification hallucinante hier en demi-finale de Ligue européenne des champions. Tottenham a battu l'Ajax Amsterdam 3-2 avec un triplé du Brésilien Lucas en seconde période alors que les Spurs étaient menés 2-0 à la pause. Liverpool-Tottenham, c'est donc l'affiche de la finale qui aura lieu le 1er juin prochain. Malgré l'absence de 7 Lyonnaises sélectionnées parmi les 23, l'équipe de France a pris ses quartiers hier en Bretagne pour un rassemblement. Véritable coup d'envoi de la mission mondiale 2019 à un mois du match d'ouverture. On écoute Corinne Diacre, sélectionneur de l'équipe de France. Je pense que sur ces 15 premiers jours, voire même les 3 premières semaines, on ne sera pas du tout dans l'émotionnel, on n'aura pas le temps pour ça. Je vous dis, elles vont souffrir. Et l'idée, justement, c'est de se faire mal, vraiment mal, parce que une Coupe du Monde, ça va demander ça. On prend les choses, en tout cas, les unes après les autres. Il faut surtout ne pas brûler d'étapes. On a un plan de bataille qui est bien cadré, sur lequel on a très très bien travaillé avec mon staff. On sait qu'il y aura toujours une petite part d'aléatoire, mais malgré tout, aujourd'hui, on essaie d'anticiper un maximum de choses pour être surpris le moins possible. Voilà, Corinne Diacre, sélectionneur de l'équipe de France de football. La Coupe du Monde féminine aura lieu du 7 juin au 7 juillet prochain en France. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve lundi. Demain, vous serez en compagnie de Abdoulaye Koné. Merci beaucoup Régis. On se retrouve lundi. Reposez-vous bien et puis revenez-nous en pleine forme. Tout content comme ça. Il est très très content. On peut pas échanger. Non, on revient lundi. Vous venez demain lundi, avec Abdoulaye. Non, mais vous serez bientôt. C'est les vacances. Nous serons tous. Non, moi, je suis Thomas. Je veux voir d'abord. Parce qu'ici, je serai là. Tout peut changer, hein, c'est vrai. Merci beaucoup, très cher. Ah oui, tout peut changer. Il est 7h03. Merci d'être à Matin Bonheur. Dernière ligne droite. Vous le savez, le jeudi, on parle de santé. Le docteur Kaloga nous fait l'honneur de sa présence sur ce plateau. Il est dermatologue, il est vénérologue, cosmétologue, professeur titulaire, donc ancien maître de conférence agrégé à l'UFR des sciences médicales d'Abidjan. C'est dire que c'est une personne idoine pour nous parler aujourd'hui de complications de la dépigmentation. Que n'a-t-on dit ou redit sur la dépigmentation, qu'elle soit volontaire, surtout volontaire. On va en parler aujourd'hui avec lui. On va aller directement dans le vif du sujet parce qu'on nous fait dire qu'il n'y a pas d'éléments explicatifs. Alors, docteur, bonjour. C'est professeur. Bonjour, professeur. Bonjour. Bienvenue chez vous, bienvenue sur le plateau de Matin Bonheur. Bonjour. Alors, qu'est-ce que la dépigmentation volontaire? Bonjour. La dépigmentation volontaire, c'est l'utilisation de produits ou de substances contenant des actifs dépigmentants en vue de devenir clair ou en vue de blanchir sa peau. D'accord. Désolé, docteur, désolé, professeur. On nous fait dire que l'élément est là. Désolé, toutes nos excuses. On va aller maintenant avec l'élément et revenir tout de suite après avec le docteur Mamadou Kaloga. Un teint bata désigne un teint blanchi et propre en langage nouchi. Avec ce type de teint, on se fait vite remarquer dans la rue par le sexe opposé, qui, paraît-il, aime cela. En Côte d'Ivoire, plus de la moitié des femmes âgées de plus de 15 ans utilisent des produits éclaircissants pour se blanchir la peau. On a coutume de dire la dépigmentation cutanée volontaire, parce qu'on peut avoir une dépigmentation qui ne soit pas volontaire. On peut avoir des maladies de peau où il y a une coloration un peu plus accentuée que la coloration normale, donc pour laquelle on utilisera des agents dépigmentants qui ne sont pas dangereux pour la peau. Mais lorsqu'une personne est amenée à utiliser des produits dans le but de vouloir donner un teint plus harmonieux selon elle, un teint plus clair, plus blanc à sa peau, on parlera alors de dépigmentation cutanée volontaire. Quand tu es clair de nature, vraiment j'aime ça. Mais quand tu te dépigmentes pour plaire aux d'autres hommes,
Bon, moi, je parle de moi, en tout cas, ma vie à moi. Les femmes deviennent claires, c'est pour qu'elles puissent avoir les meilleurs garçons, les jolis garçons, pour dire non, il y a mes mariés, soit ils cherchent sur le net, aujourd'hui, on prend les réseaux sociaux. Les filles deviennent claires pour qu'elles puissent arnaquer certaines personnes, pour qu'elles puissent s'enrichir. La peau, c'est le plus grand organe que nous possédons. Il a la plus grande superficie et c'est un élément très important pour la vie de l'homme parce qu'il nous protège il fait un peu une interface entre le milieu externe et le milieu interne. Il permet de refléter lorsqu'il y a des maladies, des anomalies au niveau de certains organes, mais il permet de nous protéger contre tout ce qui est agent extérieur. Le gouvernement ivoirien a interdit fin avril 2015 par décret les produits de dépigmentation, particulièrement ceux contenant, entre autres, du mercure, des corticoïdes, de l'hydroquinone au-delà de 2%. 4 ans après, force est de constater que le phénomène ne faiblit pas et que la vente de ces produits cosmétiques trône sur les étals dans les marchés. Peu importe l'interdiction qu'on a fait, les produits sont facilement accessibles. Si vous allez au marché, les gens font de ces mélanges de produits qui sont vendus moins cher. Donc les gens ont facilement accès à cela et puis bon, ils les utilisent. Donc cela montre qu'il est vrai qu'il y a une interdiction qui a été faite. On en a parlé à la télévision, mais sur le terrain, il n'y a pas d'action vraiment dissuasive. C'est comme si on a juste parlé, mais c'est dans les tiroirs. Boutons, taches, etc. La dépigmentation volontaire de la peau fragilise cette dernière et peut conduire à des cancers, à l'hypertension et au diabète. On pourrait dire que ça s'expose à 2 types de risques. À des risques au plan local et à des risques au plan général. Donc, au plan local, les produits vont entraîner certains désagréments. La peau peut devenir beaucoup plus mince qu'elle ne l'est habituellement. On peut avoir la survenue de vergetures du fait que la peau va perdre de son élasticité. Donc les éléments de la peau qui permettent à la peau d'être jeune, d'être souple, seront détruits par ces produits. Lorsqu'on parle de plan général, en fait, lorsque les produits passent dans la circulation sanguine, donc ils vont atteindre plusieurs organes. Et ce qu'on a constaté, c'est que ces personnes peuvent être sujettes à développer un diabète, peuvent être sujettes à développer de l'hypertension artérielle, peuvent être sujettes à avoir des troubles au niveau des hormones. Si les utilisateurs en majorité, les utilisatrices sont les premiers à être tenus pour responsables, certains pharmaciens néanmoins ne sont pas exempts de reproches. Devenus commerçants de ces produits cosmétiques qui dégradent la peau, ils sont aussi coupables. La complicité des médecins qui sans hésiter prescrivent les produits dermatologiques illicites est aussi pointée du doigt par certains observateurs. Le phénomène de la dépigmentation de la peau est apparu en Afrique à la fin des années 60. Les principaux pays touchés par ce phénomène sont, en plus de la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal, le Mali et le Congo. Les risques sont là, bien clairs, mais les profondes... Bien clair, c'est bien dit. Oui. Mais les profondes aspirations pour cette méthode aussi sont primordiales à savoir. Alors on revient toujours sur la définition de savoir qu'est-ce que c'est que la dépigmentation volontaire. La dépigmentation volontaire est une pratique qui consiste à utiliser des produits ou des substances qui contiennent des actifs dépigmentants en vue de devenir clair ou en vue de blanchir sa peau. D'accord. Alors, il y a combien de... sous d'autres cieux, on l'appelle dépigmentation artificielle, cosmétique, utilisation cosmétique. Il y a plusieurs déclinaisons? En fait, c'est la même définition et même la définition que tout le monde connaît, ou bien l'appellation commune qui est connue en Côte d'Ivoire, c'est le tchatcho ou le tcha. Le tcha. Oui, c'est voilà, le tcha. pour... Le ressal ailleurs. Ou le sal, ça c'est au Sénégal. Oui, voilà. parce que ça touche une grande proportion de l'Afrique. Au Congo aussi, on a un nom qu'on n'a pas. Alors, qui pratique la dépigmentation volontaire, professeur? Bon, généralement, c'est les femmes qui font la dépigmentation volontaire. Dans des études qui ont été effectuées chez nous, sur des personnes qui ont fait la dépigmentation, on a constaté que seulement il y avait 8% d'hommes et 92% de femmes. Dis donc. Donc, c'est cette frange de la population là qui est très portée sur cette pratique. Voilà. Et maintenant, l'âge varie entre 15 ans et 55 voire 60 ans. Alors, quel est le plan? Qu'est-ce qui se passe concrètement en Afrique subsaharienne? Parce que c'est une poche de dépigmentation aussi. Hein. Oui, docteur Bandama a dit tout à l'heure, les produits rentrent par les frontières.
Et lorsque les produits vont rentrer par nos frontières, il n'y a pas de contrôle qui est exercé sur ces produits. On les utilise comme on veut. Et même dans certains quartiers, on a des usines qui sont installées, qui se mettent à fabriquer des produits, parce qu'on peut trouver de l'hydroquinone, on peut les mélanger avec tel ou tel produit, et on se met à les vendre n'importe où, sous forme de préparation, sous forme de savon, en tout cas sous forme de tout ce qu'on peut imaginer, voilà, pour faire cette pratique. Professeur, quelles sont les motivations de la dépigmentation volontaire? Les motivations sont multiples. Ces motivations peuvent être personnelles, c'est-à-dire c'est la dame même qui peut-être a vu quelqu'un, une star qui veut ressembler à une star. Donc, vous savez, il y a plein d'émissions qui passent aujourd'hui. Sur les télés, on a vu peut-être une star, on veut avoir le même teint que la star. Pour certaines personnes, moi, il est arrivé qu'une dame me dit à ma consultation, ma rivale, elle est claire, moi aussi, je vais devenir clair. Donc, ça, c'était sa motivation. Et puis, il peut s'agir aussi d'une motivation qui dérive des publicités. Quand les gens voient des publicités, on voit que toujours la femme claire, elle est bien présentée. Ça peut motiver certaines personnes à faire la dépigmentation. Il peut arriver même que souvent des maris conseillent à les femmes de faire la dépigmentation. Sinon, c'est pour plaire aux hommes. Voilà, pour plaire aux hommes. Alors, professeur, quels sont les... Il y a une étude, hein, ça il faut révéler ça, il y a une étude que vous avez réalisée en 2012 au centre de dermatologie du CHU de Treichville qui a révélé que sur 150 femmes, les motivations étaient les suivantes. Motivation personnelle pour 57% et la publicité pour 37% et puis la cause d'un tiers pour 6%. Alors, quels sont les produits utilisés pour la dépigmentation volontaire, professeur? Il existe de nombreux produits qui sont utilisés pour la dépigmentation volontaire, mais en premier, c'est les corticoïdes. Dans cette étude, on avait 57%, suivi de l'hydroquinone à 22% et des dérivés mercuriels. Mais en dehors de ces trois produits, il faut savoir que beaucoup d'autres produits sont utilisés pour la dépigmentation volontaire. Il peut s'agir d'eau de javel, il peut s'agir des tessons, même des tessons de bouteilles, il peut s'agir des dérivés de fruits, et aujourd'hui, la nouveauté, c'est le glutathion, qui est utilisé soit en gélule ou en injection. À ce niveau-là, parlons toujours du glutathion. Est-ce que c'est prouvé, vérifié que ça a cette incidence-là? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des produits dépigmentants n'ont pas été fabriqués pour la dépigmentation. C'est des produits qui, dans leur utilisation au long cours, peuvent entraîner une dépigmentation de la peau, telle que l'hydroquinone, par exemple, ou même les corticoïdes. Les corticoïdes, c'est des médicaments qui ont été, si vous voulez, c'est des anti-inflammatoires. Donc c'est pour traiter des inflammations, soit de la peau, soit de l'organisme. Mais à la longue, quand ces produits-là sont utilisés, ces produits vont entraîner une dépigmentation de la peau. En fait, c'est un effet détourné des produits que les gens utilisent pour se dépigmenter la peau. Alors, on a les corticoïdes à 57%, l'hydroquinone dans 22% des cas, les dérivés mercuriels dans 6% des cas, et puis les autres produits utilisés sont, tenez-vous bien mesdames et messieurs, l'eau de javel, les produits détergents, la potasse, le carotène. Tout ça, c'est... Oui, tout ça, c'est des produits qui sont utilisés pour faire la dépigmentation. Et comme je vous ai dit, c'est des idées ingénieuses. Quand les gens... Parce que la bêta-carotène, peut, à la longue, utilisée sur la peau, peut entraîner un blanchissement de la peau. Donc, quand les gens constatent, ils s'adonnent à la pratique. Docteur, est-ce que la dépigmentation volontaire a un coût économique? Oui, la dépigmentation volontaire a un coût économique parce qu'il faudra payer les produits. C'est des produits qui coûtent cher. Et lorsque les complications aussi vont être installées, il y a des coûts indirects. C'est-à-dire qu'il faudra payer le transport pour aller faire la consultation, il faudra payer les produits pour se soigner, et tout ça, ça constitue en fait des coûts pour la dépigmentation. Et un poids même pour la famille, parce que ça va jouer sur le revenu du ménage. Alors, professeur, quand on a parlé des produits tout à l'heure, on veut revenir là-dessus, hein, il y a des produits... Est-ce que si on utilise certains produits avec parcimonie, par exemple, ça va peut-être éclaircir sans dégâts. Et puis, on parle souvent aussi de AHA. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Ce sont des questions qui nous viennent comme ça. Oui, c'est des questions qui vous viennent comme ça, mais sachez déjà que nous, on est contre cette pratique. D'accord. Qui consiste à faire la dépigmentation.
Peu importe le dosage. Non, le dosage est un facteur important. Parce que plus on veut blanchir la peau en utilisant les concentrations fortes, plus vite les complications vont s'installer. Pour celles qui pratiquent cette dépigmentation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de façon lente, les complications peuvent s'installer, mais aussi lentement. Alors que dans certains, vous allez voir certains produits au marché, on met vite fait, rapide, 7 jours, en même temps et mieux. Quand on utilise ces produits-là, les complications vont s'installer le plus tôt possible. Et même dans le mois qui suit l'utilisation du produit. Et donc, professeur, de plus en plus on assiste à un phénomène, c'est que celles qui se dépigmentent le plus, ce sont celles, puisqu'on dit que les femmes sont à 92%, celles qui sont déjà claires à la base. On comprend psychologiquement, comment on peut expliquer ça? Elles sont déjà claires, elles ont un joli teint, acceptable, mais elles veulent accélérer encore le mouvement. C'est leur choix. Et c'est bien ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Je vous dis, Marcelin, une complication d'une personne qui est venue pour faire la dépigmentation est très difficile. On a dit tout à l'heure, en dehors des complications sur la peau, en dehors de ces complications systémiques, il y a un volet psychologique qui est très important. Parce que lorsqu'elles sont fixées, elles ne veulent rien comprendre. Quand bien même vous tentez de dire que vous avez une belle peau, c'est bien, c'est agréable, vous lui montrez tout, vous-même vous montrez même de l'insatisfaction déjà. Vous montrez même les photos avec des complications, elles persistent. Et ça, c'est ce côté-là même qui est difficile à prendre en charge. C'est-à-dire ce côté psychologique, elles sont obstinées à faire leur pratique et elles vont le faire à tous les coups. Parce que quand vous n'arrivez pas à les satisfaire, dès qu'elle sort de votre bureau, bon, en sortant, vous savez qu'elle n'est pas contente, elle va vous lancer un petit mot, elle va voir le voisin à côté. Et s'il est faible, lui, il cède. Voilà. Justement, professeur, à ce niveau-là, quand vous parlez de voisins, c'est toujours dans le corps, hein, le corps médical. Quelle est la nuance entre l'éclaircissement et la dépigmentation? Parce qu'en pharmacie aussi, il y a des produits où c'est écrit éclaircissement, des fois de luxe même. Pour moi, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Éclaircir la peau, blanchir la peau, c'est la même chose. Madame Christelle, qui nous envoie une question, dit, est-ce qu'il y a des doses, aujourd'hui officiellement, pour savoir des doses, des pourcentages d'hydroquinone, de ceci, de cela, pour qu'un produit soit licite? Et puis à côté, est-ce qu'on peut parler un peu de AHA, des acides de fruits? Oui, il y a des concentrations. En fait, l'hydroquinone doit être utilisé pas à des concentrations élevées, à moins de 2%, c'est autorisé. Mais c'est un effet éclaircissant. C'est un effet éclaircissant, mais c'est pas dangereux. C'est pas décapant, c'est pas dangereux. Okay. Et ça, c'est à viser peut-être même thérapeutique. Voilà, parce que lorsque le noir a une inflammation sur la peau, quand la maladie va guérir, cette maladie va laisser en place une tache noire qui est pigmentée. Et généralement, on peut prendre l'hydroquinone pour soigner cette tache. D'accord. Voilà. Et le AHA? Le AHA, si vous voulez, c'est des acides de fruits qui sont utilisés aussi pour la dépigmentation. Comme je vous ai dit tout à l'heure... Il ne faut pas donner d'indication aussi. Non, je ne donnerai pas d'indication pour ne pas faire de publicité. Donc, toute idée ingénieuse, quand les gens ont utilisé déjà certaines choses et qu'elles ont constaté que ça peut avoir un effet éclaircissant, on multiplie au laboratoire et on en fait une vente. Laboratoire salon. Alors, professeur, après ce que vous venez de nous dire, là, nous comprenons bien que la dépigmentation volontaire peut être une menace et une source de complications. Quelles sont donc les complications qu'on observe? Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a deux types de complications, mais à ces deux types de complications, il faudra ajouter un autre type de complication qui est le volet psychologique. Oui, donc, on a les complications liées à la peau et des complications qui vont être liées au passage des produits dans la circulation sanguine. Là, nous avons quoi à l'antenne comme ça? Expliquez-nous. Ici, nous avons une infection du pied qu'on appelle érysipèle des jambes. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Cette dame, elle a utilisé des corticoïdes et les corticoïdes ont entraîné une baisse de l'immunité. Il y a une petite effraction cutanée au niveau du pied, c'est-à-dire une petite ouverture. Et un microbe est passé là, généralement c'est le streptocoque, et il a donné cette grosse jambe douloureuse qui est chaude, inflammatoire, avec, vous voyez, des grosses bulles sur la jambe. C'est pas beau. Hein? Aïe, aïe, aïe.
Il y a d'autres complications. On en a d'autres encore. Oui, il y a d'autres complications. Ça, c'est aussi une image de risipel. Et vous voyez, quand ces personnes arrivent en consultation, qu'est-ce qu'elles nous disent? Je ne pratique pas la dépigmentation, mais regardez entre les choses qu'on appelle les doigts. Quand vous regardez les doigts, elles vont vous dire que moi, je suis habituellement clair, mais je ne comprends pas pourquoi là c'est noir. Bon, nous, on comprend qu'elles ont fait la dépigmentation. Même quand vous voyez cette image, au niveau du coude, on sent qu'il y a des vergetures qui sont installées. On continue? On continue, docteur. Allez-y, continuons. Oui. Il faut alerter. Ici, ça, c'est une infection mycosique. Merci, Christelle. Au niveau des aisselles. Ça, c'est au niveau des aisselles. Au niveau des aisselles, oui. Et ça, ça se manifeste comme ça, on voit qu'il y a une teinte. Voilà, on voit qu'il y a des taches noires. Et ces taches noires n'existent pas qu'au niveau des aisselles seulement. Ces taches noires peuvent se voir en bas des seins, entre les cuisses, entre les fesses. Et c'est vraiment pas agréable souvent. Et là, je vous dis qu'on a déjà commencé à faire un traitement. Vous voyez, ça, c'est des infections mycosiques. Et quand vous regardez entre les espaces interdigitaux, on voit qu'il y a une hyperpigmentation des saillies osseuses. Et également, on voit sur cette photo des vergetures. Ah ouais, ça, franchement, ça fait peur. On a d'autres photos. Hein. Christelle ne veut pas lâcher l'affaire. Christelle Akoussahene a toutes les photos. Toutes les oui, photos. Ça c'est... Âme sensible. Si vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner, toutes nos excuses. Il faut pousser un peu le regard. Juste écouter, mais pousser le regard. Ici, on voit également une infection mycosique. C'est une image de dermatophysie due à la dépigmentation. Et c'est dû, comme j'ai dit tout à l'heure, aux produits dépigmentants qui vont entraîner une baisse de l'humidité. Donc quand il y a une baisse de l'humidité, les microbes peuvent proliférer sur ces milieux. Là encore, on a des images de risipel, c'est des images qui ont été prêtées par mes collègues de la sous-région. Vous avez décidé de nous faire mal ce matin, oui? C'est sûr qu'on va suivre les conseils du Dr Kafélis. Ça, c'est dû... Aïe, aïe, aïe. Oui, c'est dû à des produits dépigmentants. Oui, oui. Christelle, c'est pas grave, on peut mettre ça à l'antenne, hein, parce qu'il faut qu'on montre. Faut choquer des fois. Il faut choquer parfois pour communiquer. Oui, là, c'est... C'est une image de risipel. C'est des hommes, c'est un homme, une femme? C'est une femme. C'est une femme qui Quel a... âge? 35 ans, environ. Ah là 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 là. Qu'est-ce que c'est ça, docteur? C'est une dermohypodermite bactérienne. Et vous voyez sur l'image de gauche, quand c'est maltraité, ça va entraîner une nécrose, c'est-à-dire une gangrène de toute la jambe ou bien de toute la zone qui est touchée. Professeur, à ce niveau-là, il y a certaines femmes qui se disent que, bon, c'est de manière cyclique. Merci pour l'image. C'est de manière cyclique. On se décape sur une période, on laisse un temps de latence et puis on reprend encore. Est-ce que ça amenuise quelque chose ou... Ça ne minimise pas quelque chose. Ça ne minimise pas parce que les produits sont utilisés et dès que ces produits sont utilisés, ça peut donner aussitôt des conséquences sur la peau. Là on a également une image de mycose. En fait, la personne est albinos ou bien c'est... Non, la personne n'est pas albinos. C'est la preuve même que la personne s'est dépigmentée la peau. Vous voyez, en bas des seins, on a toutes ces rougeurs. Entre les cuisses, il y a la rougeur. Et cette rougeur se voit également au niveau des jambes et un peu partout. Alors, une question qui nous vient de Yaou, aux alentours de Beaunois. Y a-t-il des conséquences quand on arrête après une pratique intense? Bon, ça, c'est effectivement l'angoisse des personnes qui font la dépigmentation. Parce que quand on arrête la dépigmentation, qu'est-ce qui va se passer? On va noircir plus qu'avant. Parce que... Si vous leur dites ça... C'est un cercle vicieux. Non. Si vous leur dites ça, vous pouvez Marcelin, arrêter. nous sommes sur un plateau, nous sommes des scientifiques, il faut dire la vérité. Qu'est-ce qui va se passer? Quand ces personnes vont être en train de faire la dépigmentation, les cellules qui fabriquent la mélanine qui nous permet d'avoir notre coloration de peau vont continuer d'en fabriquer. Mais ça va être stocké et ça ne pourra pas être versé dans la peau. Lorsque ces personnes-là vont arrêter la dépigmentation, cette mélanine-là qui a été fabriquée va être déversée dans la peau. D'où on va avoir une hyperpigmentation. Et secondairement, lorsque ces pigments-là vont s'éliminer, la peau va redevenir claire, mais généralement, elle ne sera pas comme avant. Donc, mieux vaut ne pas commencer. Mieux vaut ne pas commencer.
Professeur, parlons toujours de la dépigmentation. Il peut avoir une autre forme. Hein. On a des astuces de grand-mère, notamment quand les femmes viennent d'accoucher, pour soit enlever le masque. On a de l'huile rouge, c'est des produits, on dira bio. C'est homologué? Certains, avec du beurre de karité qui sont conseillés, mais qui donnent l'effet clarifiant, propre. Voilà. Le beurre de karité est un produit qui est utilisé pour la des plupart... clous de girofle et tout ça. Voilà, pour la plupart des préparations. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le beurre de karité a des vertus. Le beurre de karité a des vertus. Vous venez le beurre de karité a des vertus. Il n'a pas de vergeture. Non. Il ne crée pas de vergeture. Il ne crée pas de vergeture. Le beurre de karité ne crée pas de vergeture. Et même le beurre de karité, dans certains contrées, est utilisé pour traiter même les vergetures. Effectivement, le beurre de karité est utilisé pour lutter contre les masses de grossesse. Mais ce qu'il faut savoir que même les masses de grossesse, c'est hormonal. Avec le temps, ça va partir. Docteur, mais comme les gens sont pressés, les gens veulent toujours quelque chose. Je dois faire ma cérémonie de baptême de temps. Je dois venir au travail même aussi. Je dois venir au travail. Il ne faut pas que chacun veuille utiliser quelque chose. Docteur, rapidement, pour terminer, au niveau de l'alimentation, pour avoir un teint éclatant naturellement, qui soit noir comme le mien, terni, ou clair, naturel, hein, comme mon métissage. Non, il faut qu'on... Qu'est-ce qu'on mange? Non, il faut avoir une alimentation équilibrée. Il faut avoir une alimentation équilibrée. Vitamine D? Non, surtout la vitamine E, la vitamine A, c'est des vitamines qui peuvent apporter quelque chose. La consommation de carottes, par exemple. La consommation de carottes. Ça c'est quoi ça, docteur? C'est des végétures. Comment on appelle ça? Ici, il s'agit de vergetures. Des vergetures qui sont larges comme des autoroutes. Vous voyez, ce n'est pas des vergetures. Docteur, cette femme n'est pas enceinte, je vous le dis. C'est la dépigmentation qui a créé ce oui, mais poids? bien sûr, non, pas le poids, mais c'est la dépigmentation qui est responsable de ces vergetures. Ce genre de vergetures-là, c'est particulier. Comment on appelle ça? C'est des vergetures de... Moi, je préfère les appeler les vergetures larges comme des autoroutes. Oh, docteur, ça ne motive pas à se soigner ou à arrêter, hein, docteur. Non. Mais vous voyez, ce n'est pas les vergetures naturelles de quelqu'un, d'une personne qui a grossi ou d'une personne qui a eu un enfant. Des fois aussi, à la faveur de la parce que maternité. ces vergetures-là sont agréables, jolies à regarder, mais quand vous voyez ces gens de vergetures, vous savez automatiquement que c'est des personnes qui ont pratiqué la dépigmentation. Il y a des vergetures agréables, ça rappelle la maternité. Je porte bien les miennes. Par où vous êtes passé. Merci beaucoup, docteur, et merci à vous. On aura